Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Yann Perret et je suis chercheur postdoc au LESSEM à Grenoble. Avant que Guillaume vous parle du guide, je vais juste vous présenter rapidement les premiers résultats de l'expérimentation participative que j'ai fait cette année, et donc où beaucoup d'entre vous sont venus participer. Et donc je vais vous parler du projet qui m'occupe actuellement, qui porte sur la prise en compte des erreurs de détection dans les suivis de communautés. Et donc tout d'abord, les erreurs de détection, c'est simplement ce qui se passe quand, au cours d'un comptage d'individus ou d'un inventaire floristique, on loupe des individus ou des espèces. Et donc ça pose problème dans le cadre des suivis par rapport à ce que j'ai représenté avec ce schéma ici que vous avez sûrement déjà vu. Mais donc si jamais vous suivez une population qui décline, donc c'est ce qui est représenté avec la courbe bleue, et qu'à chaque fois que vous allez sur le terrain, vous loupez la moitié des individus, ce que vous allez observer, c'est la courbe rouge. Et donc vous allez, vous voyez, sous-estimer la vitesse du déclin de la population, et donc peut-être pas vous alarmer aussi vite ou autant que vous devriez, en tout cas. Voilà. Et par ailleurs, un autre phénomène qui peut se passer, c'est que la détection peut varier au cours du temps. Donc c'est ce qui est représenté sur le schéma ici. Donc imaginez par exemple que vous suivez une population qui est stable au cours du temps et que par contre, par exemple à cause d'un changement d'observateur, l'observateur qui reprend un suivi n'a pas le même taux de détection que celui d'avant. Et ben vous voyez sur ce schéma, ce que vous allez observer, c'est donc la courbe rouge. Donc vous allez peut-être vous alarmer alors qu'en fait il n'y avait pas particulièrement de problème. Et donc qu'est-ce qu'on sait sur la détection imparfaite dans le cadre des relevés FLOR? Et ben déjà, il y a maintenant un certain nombre d'études qui ont été faites sur ce sujet. Et toutes les études qui ont cherché à mesurer ce phénomène ont trouvé une quantité d'erreurs de détection non négligeable. Et donc là, il y a 2 exemples d'études qui portent sur ce sujet. Par contre, la majorité des études qui ont été faites pour le moment, elles ont été faites sur un seul type de végétation, ou alors avec des très grands quadrats, typiquement 20 mètres par 20 mètres, ou des choses un peu comme ça. Ce qui faisait qu'actuellement, on ne sait pas encore vraiment quelle quantité d'espèces seront ratées dans un grand type dans une grande diversité de végétation, et d'autant plus lorsqu'on utilise des petits quadrats, ce qui est souvent le cas des suivis de communautés. Et donc j'en parlerai pas aujourd'hui, mais il y a déjà des méthodes qui existent pour gérer ce problème, et c'est ce qui va m'occuper au cours des 2 prochaines années. Ce que j'ai fait donc pour commencer ce projet de postdoc, c'est que cette année j'ai fait une grande expérience participative. Donc ici vous avez une carte des sites d'études. Et donc cette expérimentation, ça consistait en sessions qui duraient une journée. Chaque session était portée sur un site d'études différent. Et donc ce que je faisais, c'est que le matin, je plaçais des quadrats de 1 mètre carré et quelques dizaines, disons. Puis un groupe de participants venait et faisait des inventaires, sachant que chaque participant faisait un inventaire de chaque quadrat. Donc en comparant les relevés des gens, je pouvais estimer comme ça la quantité d'erreurs de détection qu'il y avait dans les relevés. Et donc pour ce qui est un peu du bilan comptable de cette saison, donc il y a eu au total 30 sites différents, plus de 500 quadrats avec des inventaires. Et au total, il y a eu 103 participants, dont 53 personnes issues des CBN, 34 académiques et 16 gestionnaires d'espaces naturels. Et au total, ça représente donc 30 employeurs différents, dont 8 conservateurs botaniques. Donc vraiment, tout d'abord, merci beaucoup d'être venu participer avec autant d'enthousiasme. Donc j'ai fait beaucoup de terrain cette année. Et donc je n'ai pas fini de saisir les données, parce que c'est assez fastidieux. Donc ce que je vais vous présenter, c'est vraiment des résultats assez préliminaires qui portent sur les données de 8 sessions sur les 30 que j'ai faites. Ce que j'ai représenté ici, c'est la distribution du nombre d'espèces par quadrat sur les 8 sessions que j'ai sélectionnées. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait exprès de prendre pour commencer des sessions assez contrastées. Donc vous voyez, avec des richesses spécifiques vraiment très différentes d'une session à l'autre. Et ici, c'est la distribution du recouvrement de végétation dans les quadrats de chaque session. Donc vous voyez, à chaque session, j'ai essayé de faire en sorte d'avoir un certain gradient entre les quadrats que je plaçais. Et ici, vous avez la distribution donc, de la durée d'inventaire, parce que les gens avaient le temps qu'ils voulaient pour faire leurs inventaires, mais ils devaient se chronométrer. Et donc vous voyez sur le graphique de droite que la durée d'inventaire suit très fidèlement la richesse spécifique qu'il y a dans les quadrats. Donc vous voyez, les botanistes en fait adaptent très bien leur durée d'inventaire au nombre d'espèces qu'il y a présent dans les quadrats.
Et donc, ce qui vous intéresse sûrement maintenant, voici ici la distribution de la proportion d'espèces détectées par les botanistes. Pardon. Et donc, il y a deux choses très intéressantes sur cette figure qui d'ailleurs nous ont assez surpris. Tout d'abord, vous voyez le point noir, ça représente la moyenne du nombre d'espèces détectées par chaque personne au cours d'une session. Et donc vous voyez, pour toutes les sessions, cette moyenne, elle tombe à peu près dans la même gamme, alors que pourtant j'ai sélectionné des sessions volontairement avec des végétations hyper différentes les unes des autres. Et donc vous voyez, en moyenne, les botanistes, quelle que soit la végétation inventoriée, la moyenne tombe toujours entre 70% et un peu moins de 90% d'espèces détectées, ce qui est relativement surprenant étant donné la différence, voilà, la diversité des végétations considérées. Et le deuxième résultat très intéressant et surprenant, c'est que vous voyez, il y a une très grande diversité de la proportion d'espèces détectées au sein de chaque session. Donc, par exemple, si on prend la session 11, vous voyez, il y a des relevés qui ont été faits avec 20% d'espèces détectées et des relevés qui ont été faits avec 100% d'espèces détectées. Donc vous voyez vraiment une très grande variabilité de cette proportion de cette probabilité de détection en fait. Et donc si maintenant on utilise un modèle statistique pour décomposer cette variabilité, pour comprendre qu'est-ce qui influence le fait qu'une personne donnée sur un relevé donné va avoir une plus ou moins bonne proportion d'espèces détectées, et ben, il y a trois variables qui sortent pour le moment, en tout cas avec cette version du jeu de données. La première variable qui ressort, c'est l'expérience en botanique de la personne. Donc c'est ce que j'ai représenté, vous voyez sur ce graphique ici. Donc ici, vous avez les débutants à gauche et les experts à droite. Donc vous voyez qu'en moyenne, les experts détectent plus d'espèces que les débutants. Mais vous voyez que cet effet, il n'est pas flagrant non plus, quoi. C'est un effet pas particulièrement fort. Sachant que bien sûr, le matin, tous les participants regardaient la flore ensemble. Il y avait une formation initiale, en tout cas, à reconnaître les espèces qui étaient présentes sur le site. Mais donc, vous voyez qu'après une bonne formation initiale, il y a un léger effet résiduel de l'expérience en botanique de l'observateur. La seconde variable qui a un effet sur cette proportion d'espèces détectées, c'est la durée d'inventaire. C'est ce que j'ai représenté ici. Et donc vous voyez qu'une personne qui décide de passer un peu plus de temps sur son inventaire va en moyenne détecter plus d'espèces. Et cet effet est plus important en moyenne que l'expérience en botanique de l'observateur. Et la troisième variable qui a l'effet le plus fort, entre guillemets, c'est la richesse de la végétation étudiée. Et donc c'est ce que j'ai représenté ici. Et donc vous voyez... disons que là, il y a un truc un petit peu artificiel sur ce graphique, mais je vais vous montrer une autre version tout de suite. Mais disons que ce graphique-là, qui montre un fort déclin de la proportion d'espèces détectées avec la richesse, c'est pour une durée d'inventaire fixée. Mais du coup, c'est un peu trivial de se dire qu'en 3 minutes, on détecte une plus petite proportion d'espèces quand il y a 40 espèces dans un quadrat que quand il y en a 20. Mais du coup, ce que j'ai fait pour corriger ce truc un petit peu artificiel, c'est que j'ai enlevé la durée d'inventaire de l'analyse pour prendre les données dans la durée où les gens ont décidé de réaliser leurs inventaires. Et voici ce que j'obtiens. Et donc vous voyez que malgré le fait que les botanistes adaptent très bien leur durée d'inventaire à la richesse de la végétation étudiée, en fait il reste un effet légèrement négatif de la richesse sur la détection. Ce qui pose beaucoup de questions dans le cadre des suivis et même des comparaisons intersites d'ailleurs, puisque ça veut dire qu'en moyenne on va sous-estimer la magnitude des différences entre des sites ou quand il y a des changements de communauté au cours du temps. Donc voilà, en tout cas, je m'arrête là, je ne suis pas allé plus loin dans les analyses pour le moment, mais voilà, en tout cas, au cours des mois à venir, je vais continuer ces analyses, donc je pourrai vous en dire plus bientôt. Et je passe la parole à Guillaume pour la suite. Merci. Donc moi, je ne vais pas présenter de résultats, je vais plutôt vous présenter une initiative qu'on souhaite lancer avec Yann et plein de monde avec qui on a déjà interagi, donc plein sont dans la salle. Donc je vais souvent dire et al, ne le prenez pas mal si vous êtes partie prenante d'un projet et que je n'ai pas mis votre nom sur la slide. Alors on part d'un constat, en fait historiquement il y a eu déjà pas mal de relations, on va dire chercheurs-gestionnaires sur la mise en place de protocoles. Bon, Yann et moi, on était plutôt montpelliérains, donc on est plus au fait de ce qui s'est passé, par exemple, avec l'équipe de John et Perrine, ou les travaux d'Aurélien Bénard avec le CBNA. Donc il y avait ce petit terreau, on va dire, de collaboration sur la mise en place de protocoles gestionnaires-chercheurs. Et puis la thèse de Yann a en fait agi comme un espèce de catalyseur et qui a permis un peu de mettre, on va dire, un projecteur sur ces questions-là.
et qui a créé un engouement en fait, globalement, avec énormément de gens qui ont commencé à s'intéresser à ces questions. Dans le même temps, il y a Reseda qui s'est créé et structuré avec ce portail d'échange pour pouvoir mettre en commun un peu les initiatives, notamment de suivi, qui étaient faites par tous les acteurs de la conservation. Et le résultat, c'est qu'un très grand nombre de demandes sont arrivées un peu au compte-gouttes, principalement chez Yann, mais aussi un petit peu chez moi ou chez Aurélien, dans une moindre mesure. Et qu'on s'est dit que c'était super qu'il y avait un engouement, mais qu'en fait, malheureusement, Yann ne peut pas répondre à tous les mails qu'il reçoit par semaine pour pouvoir filer un coup de main à tout le monde pour faire les protocoles. Donc il fallait qu'on trouve un moyen pour pouvoir travailler et échanger sur ces questions. Donc le premier point que je vais présenter aujourd'hui, c'est le fait que, de manière complètement non dirigée et absolument providentielle, on a une étudiante, Amaya, qui a pu appliquer à une bourse de thèse et qui va prolonger l'idée des travaux de Yann en travaillant sur toutes les questions en fait, qui avaient été laissées en suspens, que ça soit sur l'effet de la mémoire, le fait que quand on fait des suivis de quadras permanents, en fait, on ne repart pas de zéro chaque année, on garde les feuilles qu'on a fait l'année d'avant. Et ça peut avoir plein d'implications sur les tendances qu'on va détecter dans le suivi. Des implications, je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, mais qui peuvent avoir des biais qui peuvent faire influencer le message de manière différente. Il y a également toute la question de comment on s'en sort avec les plantes qui sont difficilement comptables ou les situations très complexes quand on a des densités très fortes ou des densités très très faibles. Tout un tas de questions en fait qui ont suffi pour pouvoir créer un sujet de thèse qui va l'occuper sans problème pendant 3 ans. En ce moment, par exemple, Amaya travaille sur les questions d'erreurs de détection, non plus dans les suivis de comptage comme avait fait Yann, mais dans les suivis par présence-absence, les suivis d'occurrence. Donc voilà, c'est un travail qu'elle a commencé à mener au début de sa thèse, mais il va y en avoir plein d'autres. Donc en même temps, on a cet enjeu avec un intérêt certain autour de la question. On a du coup cette dynamique qui est entretenue par la thèse d'Amaya, qui est ici d'ailleurs, je propose que vous pouvez aller voir et discuter à la pause. Et donc on a proposé à Katia, mais c'est une idée qu'on lance de manière générale, de relancer le groupe de travail qui s'appelait historiquement le GT Population, qui était un des premiers groupes de travail qui avait été lancé dans Reseda au tout début de Reseda, autour un groupe de travail suivi flore et végétation, suivi protocole, analyse de données, on va dire appelons-le un peu comme on veut, on n'a pas défini de nom de toute façon pour l'instant, mais l'idée c'est de mettre en commun des gens autour d'une table pour pouvoir parler des problèmes méthodologiques de mise en place de protocoles et d'analyse de données, et de pouvoir partager et du coup structurer ce travail, donc plutôt que de le réaliser au compte-gouttes, le réaliser de manière coordonnée et puis diffuser le savoir pour pouvoir le faire qu'une seule fois, entre guillemets, quand vous avez plusieurs gestionnaires qui ont le même problème, quoi. Des exemples d'activités envisagées, c'est par exemple, ça peut être des formations à l'utilisation de R, des workshops mis au point de protocole, des workshops autour de l'analyse de données. Là, c'était sur ma première slide, je ne l'ai pas dit, mais un travail qui a été mené cette année avec le Parc national du Mercantour, c'était ce qu'a présenté Adèle ce matin sur la mise en place du suivi sur la fritière. L'idée, c'est de partager tous ces éléments de travail qui peuvent émaner de ces différentes collaborations. Et donc pour cela, notre objectif, et là je le dis, c'est en même temps ça nous permet de nous mettre une deadline, l'objectif c'est de partager ça autour d'un guide en ligne. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà familiers de ce guide. Alors pour ceux qui font de l'écologie des communautés, il y a Éric Marcon qui est chercheur à Montpellier, qui a un guide qui s'appelle « Mesurer la biodiversité » ou si vous voulez savoir quelque chose en écologie des communautés traditionnelles, phylogénétiques, fonctionnelles, tout ce que vous voulez. Il y a ce guide complètement libre qui explique en gros toutes les analyses qu'on peut faire en écologie des communautés et les maths et le code R qui va avec, donc c'est assez complet. Et nous l'idée c'est un peu de s'inspirer de ça pour faire donc en gros un espèce de maxi PDF dynamique en ligne qui regroupe en fait un petit peu toutes les analyses qu'on va pouvoir développer et qui les mettent entre guillemets à disposition de tout le monde, quoi. Donc l'objectif, c'est de rendre disponible ça pour des travaux de recherche académique, mais surtout pour des gestionnaires, pour que petit à petit, pour des questions un peu simples, on va dire, ou des questions qui auront été déjà traitées dans le réseau, on puisse avoir des protocoles et des procédures qui permettent un peu de mettre en place des suivis basiques et les analyses. Donc voilà, le but de ma présentation, c'était simplement de vous présenter ça et de vous demander, est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse ? Qu'est-ce qui vous intéresse dedans? Est-ce que vous avez des projets, des données pour collaborer? Des questions, des remarques, sachant qu'on ne va pas pouvoir traiter de tout ça aujourd'hui. Donc ce qu'on va sans doute faire, courant 2026, c'est, on va voir avec Katia et d'autres, si vous êtes intéressés, pour profiter du réseau et faire passer peut-être un premier sondage, juste pour voir un peu s'il y a des gens qui sont intéressés pour échanger autour de ces thématiques-là. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Moi, je n'ai pas présenté grand-chose, mais voilà, si vous avez des questions, c'est pour Yann. Vous avez ciblé la diversité, mais qu'en est-il de la différenciation ou de la diversité bêta? Elle réagit aussi?
J'ai pas encore eu le temps de regarder. Ah ouais. Parce que moi, je m'attends qu'elle réagisse très peu, en fait. Vous voulez dire la comparaison intersite typiquement? Ouais, la différenciation, ouais. Vous voyez, s'il y a une probabilité de détection inférieure à 100%, typiquement 80%, on se retrouve un peu ce que j'avais montré sur ma première slide, où vous voyez, j'avais représenté des tendances dans le temps, mais en fait, une tendance dans l'espace, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ça va écraser les différences entre les sites, et donc on détectera bien qu'il y a une différence, mais on va la sous-estimer, quoi. Bah, Et, ouais, oui. quand on raréfie les données, qu'on enlève tout ce qui est vu moins de 5 fois dans le jeu de données, par exemple, ça n'a pas d'effet. Ah oui, d'accord. Pardon, j'avais pas compris. Mais du coup, ça, c'est quelque chose que je vais regarder l'année prochaine. Mais du coup, le but, c'est justement, comme grâce à la manip de cette année, j'ai pu caractériser très finement le processus d'observation. Du coup, maintenant, je vais pouvoir partir de ces données-là et justement regarder plein d'indicateurs différents utilisés pour voir lesquels sont robustes et lesquels ne le sont pas, quoi. Moi, ça m'intéresse parce que dans les parties plutôt ADN environnementales, on a des gros problèmes d'estimation de la diversité, avec les problèmes des triplicats, est-ce qu'on doit les moyenner, etc. etc. Et on s'est aperçu quand même que les effets sur la diversité bêta étaient quand même moins forts. C'est moins dérangeant quand on s'intéresse à la diversité bêta. Et disons que la question un peu des indicateurs, quelque part, qui est sous-jacente à ce que vous dites, je pense, c'est qu'il y a plein d'indicateurs qui sont robustes à la présence d'erreurs, mais qui parfois ne répondent pas très bien à ce qu'on veut mesurer. Du coup, c'est aussi ça, quoi. Il faut vraiment trouver le juste milieu entre des indicateurs robustes, mais qui répondent vite et bien. Ça, moi, je connais pas très bien ce sujet, j'avoue, hein, mais du coup, je vais bosser là-dessus l'année prochaine. À partir de ça. Oui, alors, je prends le risque d'être un peu hors sujet. Je trouve que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est finalement la possibilité de la construction d'un langage commun qui ne va pas de soi. Je pense avoir compris beaucoup de choses, mais pas forcément tout. Même s'il y a des domaines où j'ai un minimum de formation scientifique ou en génétique, etc. Mais notamment sur la connaissance de ce qui est quand même, ce qui n'est pas illogique dans ce cas-là, d'un maquis de structures, de gens qui travaillent ensemble, de manière d'ailleurs intéressante en réseau. Voilà, donc construction d'un langage commun. Quelqu'un a dit un moment dans la journée, c'est bien d'accumuler, alors il n'a pas dit accumuler, d'augmenter sans cesse la connaissance, on va dire. Accumuler, c'est un peu péjoratif. Mais si à côté de ça, on détruit parce qu'on n'a pas pris les mesures pour ceci, cela, ça a moins de sens, on va dire ça comme ça. Bon, à ma connaissance, on n'est que 2 communes présentes aujourd'hui. Quoi qu'on puisse penser de l'intérêt du tissu communal français, je pense que ça a son importance, pas pour la commune elle-même, mais pour le fait que la commune, elle est à un échelon, quelle que soit sa taille, de nature à avoir un enracinement qu'il n'est pas toujours facile d'avoir quand on n'est pas dans cette posture-là. Du coup, l'étage suivant de la fusée, c'est les documents d'urbanisme. Ce matin, je vous ai donné un exemple comment, à partir de connaissances, puis d'une démarche ABC, puis d'une prise de conscience des élus, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs, c'est une évidence, pour des raisons, même s'ils ne sont pas soumis à des pressions, même sans pression, la prise de conscience, elle est liée à des tas de choses. L'estimation aussi à sa juste valeur de l'importance. Combien de fois, moi j'ai entendu, avec leur histoire de petites fleurs, machin, ou de lézards, ils nous ont retardé le chantier de 3 ans et ils ont bloqué la route, voilà, que ce soit ici ou en Corse d'ailleurs, au passage. Donc la question de l'intégration dans le document d'urbanisme, ça a son importance, parce que malgré tous ces défauts, l'élaboration d'un document d'urbanisme, c'est des étapes. C'est un diagnostic, c'est un PADD, c'est de la concertation, c'est une enquête publique, c'est de la proximité. Même quand c'est à l'échelon d'une grande
Je veux dire, même pour un PLUI, par exemple, le PLUI de Marseille aujourd'hui, enfin de l'ancienne communauté urbaine, c'est 1 200 000 habitants. Mais même si c'est un document unique, il y a quand même des déclinaisons, etc. Voilà. Donc moi, je trouve que ça vaudrait... Si la question c'est dans quoi vous avez envie de vous investir, bon, moi je trouve très intéressant les inventaires, mais éventuellement, je pense que cet aspect-là, je le dis un peu à la cantonade, et on verra bien qui l'entend, mais je pense que cette question de l'articulation entre la connaissance scientifique et l'usage du document d'urbanisme et de planification comme un régulateur et comme quelque chose qui finalement contribue à l'élaboration du langage commun dont je parlais au début de ma courte intervention. Oui, alors je vais tenter une réponse courte pour pas trop dériver sur les enjeux de conservation. Le but en fait de la démarche qu'on souhaite proposer ici, c'est surtout d'avoir une vision synthétique qui permette un peu de clarifier le lien entre justement les acteurs de la conservation et notamment les experts comme les conservatoires botaniques, et après en parler de manière clairement avec les instances locales, alors que ce soit dans les PLUI ou dans d'autres choses, hein, il y a d'autres instances décisionnaires. Et le but, c'est un petit peu ça, d'éviter de recentrer l'effort sur des procédés communs pour économiser un petit peu de ressources sur ces aspects-là, pour pouvoir investir cette ressource sur d'autres aspects. Après, pour être très clair, le transfert, je ne sais pas s'il va se faire demain matin, mais je pense qu'à la fois Yann, moi et plein de gens dans la salle, on fait partie d'une branche de chercheurs dont le but, c'est un peu de réussir à avoir un langage commun qui permette de donner les billes aux acteurs de la conservation pour pouvoir avoir des choses claires et simples et une interaction forte avec les acteurs territoriaux de la conservation, et justement d'avoir quelque chose le plus construit et le plus parlant et direct possible. Après, je ne vous assure pas qu'on soit capable de le faire dans le cadre de ce projet-là, mais enfin on essaye en tout cas. Enfin, je vois, Frédéric, t'essayes par exemple. Okay. Bonjour. Du coup, merci pour votre présentation. Et donc j'ai deux petites questions. Déjà, pour connaître le nombre réel d'espèces du coup dans un quadrat, vous avez dit qu'il y a, on va dire, toujours un biais de détection, même pour les botanistes experts et avec un grand temps d'inventaire. Du coup, comment vous faites pour avoir cette référence ? Alors pour le moment, je suis allé un peu vite pour les analyses, j'ai simplifié les choses, donc je suis parti du principe que avec 5 botanistes qui passent sur un quadrat, je suis parti du principe que toutes les espèces avaient été détectées. C'est-à-dire que pour certaines sessions à relativement faible richesse spécifique, je pense que c'est vraiment une hypothèse tout à fait plausible. Pour les sessions à très forte richesse spécifique, je sais que c'est faux, puisqu'en fait on en a trouvé après les inventaires des nouvelles espèces. Donc, voilà. Et du coup, je vais refaire les analyses avec une autre méthode qui permettra de prendre ça en compte. Mais du coup, ça prend un peu plus de temps à faire, donc je ne l'ai pas fait pour aujourd'hui. Mais du coup, ça veut dire que les résultats que je vous ai présentés sont probablement légèrement optimistes concernant la proportion d'espèces détectées. Ça va baisser, quoi. Mais probablement pas de beaucoup, quoi. Ok. Et deuxième petite question, c'est du coup, une fois qu'on connaît un taux de détection, donc par exemple 70%, comment on inclut ça pour établir un protocole de suivi, justement ? Du coup, il y a plusieurs manières de voir ce problème. D'une part, dans le cadre d'une étude, vous pouvez l'estimer et donc corriger statistiquement ce qui vous intéresse. Notamment, c'est ce que je vais faire au cours des 2 prochaines années et ce qu'on voudrait intégrer dans le guide qu'on va faire. C'est comme ça, vous pourrez juste lire le guide, reprendre nos scripts, etc. et refaire ça de votre côté, quoi. Et par ailleurs, pour certaines études, si vous faites une petite manip au début de l'étude et que vous voyez que vous avez un taux de détection de 90%, peut-être que c'est pas grave de ne pas prendre ça en compte à partir du moment où vous savez que la proba de détection est relativement élevée et que ce qui vous intéresse, c'est des grands patrons. Dans ce cas-là, il n'y a peut-être pas besoin, quoi. Mais justement, la suite du projet, ça va être de déterminer dans quel cadre c'est important de le prendre en compte, dans quel cadre on n'en a pas besoin, c'est pas grave. Et pour chaque cas, savoir quelle est la meilleure manière pour le faire, c'est-à-dire la manière qui coûte le moins cher, qui a le moins de contraintes, etc., quoi. Et du coup, on aura l'occasion d'en reparler et je vous présenterai des choses surtout quand j'aurai le temps de le faire l'année prochaine, quoi. Oui, bonjour, Nicolas Borel. Je me posais une petite question. J'ai noté comment vous faites pour tout ce qui est erreur de détermination. En fait, vous faites passer les botanistes sur le quadrat et à un moment donné, à la fin, collégialement, vous dites c'est à telle espèce, telle espèce, telle espèce.
Ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord. Après la réalisation des inventaires, on faisait un Tout le monde se met d'accord. Oui, c'est ça. On faisait un certain nombre de quadras avec ce que j'ai appelé les relevés consensus. C'est-à-dire qu'on a refait certains quadras ensemble. Et là, on a statué sur les déterminations pas évidentes, quoi. Donc, selon les cas, on a décidé tous ensemble de catégoriser certaines observations comme des erreurs, des faux positifs, ou alors de regrouper certaines observations, certains taxons, quoi, en se disant ça, par exemple, l'espèce est à un stade trop jeune, et du coup, en fait, c'est impossible d'aller à l'espèce aujourd'hui, et de toute façon, dans la vraie vie, ça aurait été regroupé au genre ou dans le groupe ou des choses comme ça, quoi. Donc, j'ai aussi des informations sur les faux positifs en plus de ça, mais j'ai pas encore eu le temps de regarder en détail. Et là, pour ces analyses-là, je les ai juste supprimées, quoi. J'ai simplifié un peu, quoi. Une question naïve. Qu'est-ce que vous appelez espèce détectée? En fait, on peut très bien ne pas connaître du tout la flore et savoir à peu près, compter le nombre d'espèces de taxons différents, mais sans savoir les nommer, les déterminer. Est-ce qu'il faut une détermination taxonomique ou précise, ou simplement dire il y a A, B, C, D sur votre 1 mètre carré? Et bien là, pendant la manip, les gens avaient le droit de communiquer entre eux. Et donc en fait, dès que quelqu'un, notamment un débutant, voyait une espèce qu'il ne savait pas déterminer, il demandait conseil aux botanistes qui connaissaient l'espèce, quoi. Et donc c'est pour ça que là, on est dans un cadre relativement idéal, expérimental, où en fait, il y avait de l'aide pour la détermination, quoi. Pardon ? C'est un peu optimiste, ouais. Tout à fait. Bah, merci.